des premières civilisations. Puis là, comme vous voyez, Mani Mad Dog, à la naissance du royaume d'Égypte. Ah, je voulais pas qu'on parle de ça. Ok. Euh, L'histoire, ok, c'est une science au carrefour de plusieurs sciences. Ça veut dire qu'il y a d'autres sciences. Science. Ok, c'est d'autres sciences qui viennent se rattacher à ça, right? Tu sais, notamment, on peut penser à la sociologie, right? T'sais, en histoire, on peut aborder l'histoire d'un point de vue sociologique. On peut aborder l'histoire d'un point de vue géopolitique. On peut aborder l'histoire d'un point de vue, je sais pas, économique. Surtout des sciences humaines, là. Fait que là, moi, je me disais, OK, je vais aborder l'histoire, mais il y a tellement de sciences qui se rattachent autour de cette science-là, qui est l'histoire, que comment est-ce que je vais faire pour partager autant d'informations avec les gens? Qu'est-ce que je vais pouvoir comme trier, puis comme me dire, OK, ça serait genre le fun de partager ça, mais ça aussi, ça serait autant intéressant. Puis comment est-ce que je fais pour genre dire, je vais prendre celle-là plutôt que celui-là, right? Tu sais, comme partager ce fait-là plutôt que de partager celui-là. Parce qu'il y en a tellement. Puis je me suis dit, OK, ce que je vais faire, puis là j'ai eu une révélation, OK. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? C'est, d'abord, il faut que j'établis une chose, OK? La première affaire, c'est que je suis pas un historien. OK? Historien, là, puis backburn, là, c'est un big no-no, OK? C'est vraiment pas le cas. Je suis pas un historien, OK? Fait que c'est la première chose qu'il faut que j'établis. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est il faut que j'établisse cette chose-là parce que je veux être capable de parler de choses qui m'intéressent, mais comment est-ce que je pourrais dire ça? Tu sais, je suis pas là pour donner un cours, right? Je suis pas un professeur qui essaie d'enseigner l'histoire. Moi, ce que je veux faire, c'est je veux explorer l'histoire à ma façon. Puis quand je tombe sur un morceau d'information puis que je le maîtrise quand même bien, j'aimerais ça le partager avec vous autres. Mais là, ça veut pas dire que je suis là pour... Je suis pas une autorité, right, en histoire. Si je dis quelque chose, puis il y a une autorité, que ça fait, mettons, je sais pas moi, il y a un doctorat dans le sujet, puis il aime pas il aime pas la manière que j'ai amené une chose, un phénomène historique, ou un personnage, ou un fait, ou whatever, puis qu'il aime pas la façon que j'ai apporté cette chose-là, puis il se dit, ouais, ça manque de nuances, right? Ben, cette personne-là, elle a automatiquement, presque automatiquement raison de me questionner là-dessus, puis de me dire que c'est pas tout à fait comme ça que c'est passé, right? Je veux pas me soucier de ça parce que là, je vais me battre avec plein de monde pour rien. Mon but, c'est juste d'avoir une trame générale pour pouvoir faire quelque chose d'autre. Tu sais, je veux pas faire un channel de l'histoire. Je veux juste apprendre l'histoire en général pour être capable de me situer dans le temps puis être capable de me défendre sur un point historique. Pas que le monde me bullshit. Si je suis dans un débat puis qu'on a besoin de parler d'histoire, right? Je vais être capable de soutenir une conversation sans trop me chier. Fait que ça, c'est le premier point qu'il faut tenir compte. Le deuxième point, pour savoir qu'est-ce que je devrais aborder ou non, c'est, tu sais, par exemple, OK. Mettons, je vais aborder je sais pas moi, les anciennes civilisations, OK. Je veux parler les anciennes civilisations, OK. Mettons, je vais aborder ça. Mais là, je peux parler de plein de choses, hein. Je peux parler de religion, je peux parler de géopolitique, comme je disais tantôt. Je pourrais parler d'économie, whatever. T'sais, je peux parler de plein d'affaires. Là, comment je fais pour choisir, genre, qu'est-ce que j'aborde comme sujet? Ben, étant donné que le but, c'est d'avoir une trame générale, j'ai l'embarras du choix. Je vais décider de quoi est-ce que je parle. Parce que je peux décider de quoi que je parle parce que ces choses-là m'intéressent, right? Fait que si à un moment donné, je veux juste parler de religion par rapport aux anciennes civilisations, ben, je vais le faire. Puis ça au détriment des autres, right? Ou pas, tu sais, je peux revenir là-dessus, je peux parler des trois, whatever. Mais, puis plus tard, lorsque j'aurai comme une compréhension générale des anciennes civilisations, puis quand je veux dire anciennes, là, je veux dire genre la Mésopotamie, puis tu sais, les Grecs, puis toutes ces choses-là, là, les Romains. Quand je vais avoir une connaissance générale de ces choses-là, puis que je décide après ça de dire, OK, j'ai travaillé mon histoire, là, live up, là, je veux juste parler de religion, genre. Ben, je vais pouvoir retourner
faire une étude, comment je pourrais dire, une étude philologique ou une étude historique des religions, puis en parler plus en profondeur, sans nécessairement de faire de l'histoire. Là, le sujet, ça serait plus l'histoire, ça serait la religion. Fait que je vais pouvoir... Fait que, dans le fond, je me donne un peu de liberté de cette façon-là, parce que déjà que c'est un défi ambitieux que je me donne, fait que j'ai l'impression qu'il faut que je me donne un peu de liberté pour rendre la chose possible. Sinon, commencer à aborder tous les sujets pendant que je fais l'histoire, ça devient impossible. Right? Oh boy. Dire où est-ce que j'en suis. Fait que là, étant donné que ma démarche pour établir mes connaissances, en général, débute avec l'histoire, faut que je vous dise où est-ce que j'en suis. Parce que c'est pas vrai que je commence ça aujourd'hui live. Là. Ça fait un bout que je travaille l'histoire, puis que je me renseigne sur qu'est-ce qui s'est passé. À vrai dire, ça fait au moins 1 an, même 1 an et demi, que je travaille sur le sujet de l'histoire. Puis en ce moment, Colin, si on ferait une ligne du temps, là, ça c'est ma ligne du temps, ok? Ça c'est l'actuel, ça c'est aujourd'hui, ok? Ça c'est genre le 30 mai. Le 30 mai 2021, ok? Ça c'est aujourd'hui live, ok? Puis tout ça c'est l'histoire. Ou plutôt, devrais-je dire, l'historiographie, ok? Parce que, à proprement parler, l'histoire, telle qu'on la connaît, on ne peut pas l'atteindre. On la connaît pas, la vraie histoire, ok? Ce qu'on dit, quand on parle d'histoire, ce qu'on entend vraiment, là, ça je pense que je l'ai dit avant hier, là, mais c'est ce qu'on parle vraiment, c'est l'historiographie. Ok? L'historiographie, là, c'est l'histoire qui a été écrite, essentiellement. Puis là, si je me fie, par exemple, à... je sais pas si je devrais dire que je l'aime bien, là, ce philosophe-là, pour l'instant, parce qu'il est impliqué dans toutes sortes de controverses, là, mais si on parle de son manuel de la contre-histoire de la philosophie, que j'aime beaucoup, Michel Onfray nous dit que, ben, comme que je viens de dire, que l'histoire est techniquement inatteignable, puis que ce qu'on fait vraiment, c'est de l'historiographie. Puis l'historiographie, c'est l'histoire écrite par des gens, hein, par des hommes. You're right. Non, sorry, je sais pas. You are right, man. Ok. Le H, est-tu pas loin du... Non, je sais pas ce que tu veux dire au carriage. Alright. Ok, fait que l'historiographie, c'est l'histoire écrite par les hommes. Puis, cette histoire écrite par les hommes, elle a été notamment écrite par des vainqueurs. Oh my god. Vainqueurs? Ok, elle a été écrite par les vainqueurs. Ok? Puis les vainqueurs peuvent écrire ce qu'ils veulent, ok? S'ils ont perdu une guerre, tant qu'ils ont perdu une guerre, eux autres, ils peuvent dire « Non, cette guerre-là, je l'ai gagnée, tu sais. » C'est pas vrai, ça, là. Je l'ai gagné, la guerre. Puis la preuve, check, c'est écrit sur papier. Je l'ai gagné, right? Fait que là, on a les vainqueurs qui écrivent l'histoire, qui écrivent une historiographie, puis écrivent ce qu'ils veulent. Puis nous, après ça, on fait des recherches, on trouve des vieux documents, puis là, on trouve un document qui est écrit « Ah, il s'est passé cette guerre-là, puis les vainqueurs étaient telle partie. » Ben, c'est peut-être techniquement pas vrai, parce que ben, c'est le vainqueur qui a écrit l'histoire, right? Ah ben là, t'as plus là, il y a comme une boucle qui se contredit, là, mais on prétend que c'est des vainqueurs alors que c'est eux qui ont perdu, right? Mais nous autres, on en retrouve ce document-là, puis on dit, ah ben, voyez-vous, cette partie-là, c'est les vainqueurs. Alors qu'en réalité, la vraie histoire, c'est que non, ils ont perdu cette guerre-là. Okay? Puis une autre affaire et tout, c'est en termes d'historiographie, quand tu as des gens qui écrivent des choses qui ne sont pas très populaires pour leur époque, mettons, je pense au 18e siècle, avec le siècle des Lumières, peut-être même avant ça, le 17e siècle, dans ce temps-là, être athée ou ne pas croire en un dieu quelconque, c'était une chose qui était très, très mal vue. Même que le terme athée, c'était un terme péjoratif. Okay? Le but, c'était d'insulter les gens, puis les athées, à cette époque-là, étaient
étaient exécutés, puis on les brûlait. OK? Fait que si tu avais un athée qui écrit, par exemple, un traité sur l'athéisme, puis qui en fait un peu l'éloge, ben vous pouvez me croire que ce document-là, probablement, qui a été détruit et brûlé, puis que jamais on va savoir ce qui s'est écrit. Right? Fait que les vainqueurs, s'il y a des idées qu'eux n'aiment pas, ils feront jamais surface. Puis on n'en parlera pas. OK. Ah, j'ai le goût d'ajouter quelque chose. Si jamais, là, vous voulez, mettons, voir cet aspect-là, l'aspect des vainqueurs qui détruisent un peu les documents qui font pas leur affaire, puis qu'aujourd'hui, on n'a pas connaissance qui s'est dit ça dans le passé parce que justement, le document a été détruit, ben, un film excellent pour ça, c'est Agora. Fait que le 30 mai, c'est aujourd'hui. OK. Là, je commence l'histoire ici. C'est quoi le ici? C'est quoi la date? C'est-tu 0? Non, c'est pas 0. C'est-tu moins 300 000? Je pourrais, techniquement. Puis là, mettons le 0, c'est ici. Là, c'est pas proportionnel, mais mettons, je pourrais dire moins 300 000. Puis c'est quoi moins 300 000? Ben, c'est probablement à cette époque-là où est-ce qu'on avait des Homo sapiens. Probablement. Les premiers Homo sapiens. Quoique, en tout cas, faut pas que je m'embarque trop dans des sujets, sinon je vais divaguer, puis je vais faire des parenthèses trop longues, puis je reviendrai pas à bout de qu'est-ce que je veux faire. OK, fait que moins 300 000 ans, on parle d'Homo sapiens qui peut-être cohabitaient avec... Ah, t'as peu, c'est moins 300... Non, c'est pas les Homo sapiens, oh my god. OK, oubliez ça. C'est pas ça, pas tout. Zéro pin bar, OK. Mettons, on va dire les premiers humains, OK. Puis là, je mets des étoiles là-dessus parce qu'il va falloir que je vérifie, OK? Les premiers humains, OK? Là, c'est assez spéculatif, right? Parce qu'on n'a pas de document écrit qui nous prouve que, right? On n'a pas d'histoire à rattacher vraiment. On peut juste, comme, à l'aide de l'anthropologie, à l'aide de la biologie, à l'aide de la sociologie, faire une construction d'à peu près à quoi auraient ressemblé les premiers humains autour de ça, autour de cette date-là. C'est Homo sapiens, je sais plus. Mais anyway, il va falloir que j'en revisite ça. Fait que non, je commencerai pas mon étude à partir de là. C'est trop abstrait. Oh! OK. Fait que non, je commencerai pas à moins 300 000 ans. C'est trop loin, c'est trop théorique. Il y a trop de choses qu'il faut savoir avant de pouvoir aborder à proprement parler cette partie de l'histoire-là. Fait que j'ai décidé de suivre un peu comme les manuels de cégep, puis les manuels de cégep vont surtout parler genre autour de moins 3500. OK? Ou 3500 genre avant Jésus-Christ. OK? Pourquoi moins 3500? Ben, moins 3500, c'est la période où est-ce que l'écriture elle a été inventée, si vous voulez. L'écriture. Il faut que je prenne le temps d'écrire. Hein. Fait que c'est à peu près dans cette période-là qu'on trouve les premières traces d'écriture. Puis qui dit écriture, dit un peu... qui dit écriture, dit un peu une preuve, comment je pourrais dire, littéraire, un peu d'un passé. Okay? Il s'est dit des choses, puis on est capable, à la suite de ces choses-là, d'établir comment les choses étaient. Hein? Fait que s'il y a des documents, par exemple, des documents administratifs, des lettres qui s'échangeaient entre des rois, toutes ces choses-là, on est capable de reconstruire un peu comment est-ce que fonctionnait, par exemple, une ville ou une cité. Comment est-ce que la cité était administrée? Qu'est-ce que les gens croyaient? Fait que je pense que c'est intéressant de partir de là puis de monter après ça. Fait que où est-ce que j'en suis là-dedans? Ben moi, personnellement, j'en suis ça fait à peu près 1 an que j'étudie ça, puis là, je me rends compte qu'il va falloir que j'accélère pas mal plus vite, là, parce que passer 1 an dans cette période-là, c'est énorme. Ben, je crois, quand t'es pas un historien. OK, j'en suis à peu près genre à ici. Mettons, ça c'est moins 1500. Ou avant Jésus-Christ. Oh my god. OK. Vous comprenez ce que je veux dire là. Fait que moi en ce moment, j'ai abordé à peu près ça de l'histoire en dedans d'1 an. 1 an et demi, 1 an. Puis mon projet synthèse en sciences humaines au cégep a porté sur cette période-là aussi. OK, il va falloir que j'aborde un peu... Parce que, man, j'ai pas fini pas en tout.
OK. Fait quoi? Je connais un peu les premiers acteurs, les premiers acquis de la civilisation, des premières civilisations. Là, comme vous voyez, Mani Mad Dog, à la naissance du royaume d'Égypte. Ah, je voulais pas qu'on parle de ça. OK. Ah, man. OK. Oui, à la naissance du royaume d'Égypte, OK? Il s'est passé deux choses, OK? Il y a deux civilisations qui sont nées à peu près en même temps, OK? On a la civilisation égyptienne, puis on a la civilisation mésopotamienne, OK? On va surtout parler de la civilisation égyptienne. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup d'informations sur eux, et notamment parce que l'Égypte valorise beaucoup ça, la recherche archéologique et historique. Eux autres, là, en Égypte, sont fiers de leur trouvailles en histoire, puis sur leur ancienne civilisation, puis comment est-ce qu'ils fonctionnaient. Tu sais, je veux dire, c'est un attrait touristique, essentiellement. Ça fait amener du monde, ça l'enrichit la culture de ce pays-là. Fait qu'eux autres, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de stock. On va mettre... J'ai pas le droit de mettre de l'emphase, hein, mais on va souligner beaucoup l'Égypte puis la civilisation égyptienne quand on parle d'histoire. OK? Mais si on parle de les tout débuts, les premières des civilisations, il faut passer par les Mésopotamiens, OK? Parce que eux, les Mésopotamiens, puis là, de pas beaucoup, mais eux, les Mésopotamiens, ont été les premiers à avoir une civilisation développée, plus que les Égyptiens. De pas beaucoup, mais de juste assez pour dire que les Mésopotamiens sont les premiers. Puis là, mettons, j'ouvre une parenthèse, là. Les Mésopotamiens, puis les Égyptiens, ça l'a pris vraiment longtemps avant qu'ils puissent... avant qu'il y ait des échanges entre ces deux peuples-là. C'est quoi que je vais ouvrir? Google Earth. OK. Oh boy, ça commence. OK. Wow. Malade, hein? OK. Mettre le nord. Hey, je veux le nord. OK. Fait que tu sais, l'Égypte, c'est ici. Là, on voit le Nil, là, avec le fameux delta. Là. Ça, c'est l'Égypte, OK. Puis, la Mésopotamie, c'est tout ce qui se passe ici. Tout en haut, là. On a le Tigre et l'Euphrate qui se déversent dans le golfe Persique. Right, c'est très ça, OK. Puis, si tu remarques bien, entre la civilisation égyptienne et la civilisation mésopotamienne, il se pose un imposant désert qu'on appelle le désert du Néfoud, OK? Tout ça ici, là, c'est un gigantesque désert qui cherche à tuer, OK? Fait que il y a eu comme une barrière, comment je pourrais dire, une genre de barrière géographique qui empêchait ces civilisations-là de se parler ou de communiquer ou d'échanger pendant quand même assez longtemps. Ouais, fait que ces deux cas-là sont quand même isolés pour les premières parties de l'histoire. Puis à la suite, ben là, une fois qu'il va se faire plus d'échanges commerciaux et toutes ces choses-là, ben éventuellement, ils vont venir à se parler, puis à communiquer, puis à échanger des idées. Mais, somme toute, on peut dire qu'entre moins 3500 puis moins 1500, ces deux cultures-là sont quand même bien isolées. Fait que ça, c'est une chose. Fait que ouais, quand on parle des premières civilisations, on va surtout parler des Mésopotamiens, puis on va ensuite aborder les Égyptiens. La civilisation égyptienne. Puis je vais l'aborder, mais là en ce moment, je connais vraiment pas la civilisation égyptienne. Je connais surtout la civilisation mésopotamienne dans la période que j'ai indiquée précédemment. Fait que pour l'instant, les Égyptiens. Puis je sais pas si vous voyez là, mais le titre du stream, c'est l'histoire commence. C'est tout ça? Oh my god, je sais même pas qu'est-ce que je fais, genre. Je pense que le titre du stream, c'est l'histoire commence à Sumer. Puis ça, si jamais vous voulez lire quelque chose là-dessus, là, vous voulez pas vous embarquer comme que moi je fais, là, mais vous voulez lire quelque chose sur la Mésopotamie, là, allez avec genre ce bijou-là. C'est Samuel Noah Kramer qui nous parle des premières de l'humanité, genre les premières écoles, les premiers gouvernements, les premières cosmogonies, les premières réductions d'impôts.
vraiment toutes les premières des civilisations. Puis j'essaie d'argumenter avec ça en disant que ben, si vraiment il faut parler des premières de l'humanité, ben, les Sumériens puis les Mésopotamiens en général, ce sont les premiers. Fait que arrêtez-moi là, avec les. Genre, arrêtez avec les Égyptiens, là. OK? C'est pas eux les premiers, là. OK? Les autres sont seconds, OK? Ils sont secondaires à tout ça. OK, on s'en fout des Égyptiens, OK, pour l'instant. L'Acadienne. Ouais. Euh, c'est OK, j'ai une manière. OK, là où Carrie a dit l'Acadienne, point d'interrogation. OK, deux choses. La premièrement, là, genre Acadienne, je sais que ça sonne histoire récente là, au Québec, là, avec la déportation des Acadiens et toutes ces affaires-là, là, mais si on parle des Acadiens, historiquement, dans la période de la Mésopotamie ancienne, les Acadiens, c'est un peuple de la Mésopotamie, OK? L'un des premiers peuples sémitiques. Un des premiers peuples sémitiques. Un des peuples sémitiques les plus importants quand on aborde l'histoire de la Mésopotamie. Puis, deuxièmement, je m'étais dit que pour pouvoir parler de l'histoire assez librement, sans trop genre être théoricien puis comme enseigner de manière magistrale, comme un prof, disons, ça me tente pas d'enseigner comme un prof, ben je me suis dit peut-être que je pourrais faire des anecdotes fictives. C'est-à-dire, je pourrais faire comme, OK, imaginez que je suis une femme de la Mésopotamie, genre autour de moins 2000. Qu'est-ce qui se passe, genre? Puis là, faire un peu comme une histoire ou une anecdote avec qu'est-ce qui se passe, puis comment est-ce que je me fais un peu fourrer par les institutions, puis non. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, je pourrais peut-être faire l'histoire de, genre, mettons, imaginer que je suis une femme acadienne, puis que je veux devenir scribe à cette époque-là. Qu'est-ce que je fais, puis qu'est-ce qui se passe, puis là, ben, j'ajoute comme des petites anecdotes ici, puis là, puis genre, comme ça, vous pouvez voir comment est-ce que ça fonctionnait à cette époque-là, d'un point de vue juridique, d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, d'un point de vue social, d'un point de vue culturel, d'un point de vue religieux. Puis se dire, genre, tu sais, c'est une manière pas mal plus facile d'apporter les choses sans nécessairement avoir l'air d'un prof qui parle en avant, right? Fait que j'avais le goût peut-être de comme aborder un peu la Mésopotamie de cette façon-là. Mais on verra, là, ça dépend, genre, tu sais, comme que je dis, c'est pas scripté en ce moment ce que je fais, c'est vraiment comme... cool story, Bob, thanks! Alright. Fait que ouais, je me suis dit peut-être aborder l'histoire de cette façon-là, ça pourrait être plus accessible puis plus facile aussi à transmettre. Puis présentation générale, ben, c'était pour comme présenter un peu le sujet, comme c'est quoi la Mésopotamie, c'est qui les acteurs importants, puis nanana. Je me suis dit que je ferais ça aujourd'hui. Là, je vois que ça fait 1 heure que je parle de ça. Fait que je me demande, genre, quand est-ce que je vais en finir avec ça? OK. Ça, là, c'est mon projet synthèse. C'est un schéma de concept que j'ai fait. Puis mon sujet portait sur l'éducation en basse Mésopotamie. Puis son influence, puis la place des femmes dans l'éducation. Ouais, fait que j'ai abordé l'éducation, les acteurs principaux, les Acadiens, l'influence que l'éducation sumérienne a eue sur le monde sémitique, puis la place des femmes là-dedans. Fait que c'est un peu mon sujet en général. Et puis j'ai eu une tabarouette de mauvaises notes, même en présentation orale, parce que j'avais tellement de choses que je voulais présenter. J'avais juste 10 minutes pour présenter ce graphique-là, ce schéma-là. Non, pas été capable. En 10 minutes, là, je parlais encore de ce secteur-là, puis j'avais pas abordé mon sujet mon sujet qui est l'éducation. Ah, c'était bad, man. OK. Fait que ça, puis on va juste m'en aller là-dessus, là, vite fait. Pas vite fait, là, on va prendre le temps, là. On prend le temps, on est chill. Fait que là, si on recule, OK? Ouf, let's go, boys, on commence. Boys and girls. And everything in between. Or not. OK. On est où, nous autres? On est là. On est au Québec. En principe. Ou en France. The fuck. Puis, les premières civilisations au monde, les premières de l'humanité, elles ont eu lieu nulle autre place que
Là, vous vous en souvenez sûrement, là, si vous avez fait votre secondaire, là, vous vous souvenez sûrement de genre le croissant fertile. On parlait tout le temps du croissant fertile au secondaire. Ben, si on en parlait, c'est parce que c'est important. On n'en parlait pas longtemps, mais on en parlait un peu. Le croissant fertile, là, c'est tout ça ici. Alright? Tout ce shit-là ici. Tu pars du sud de l'Irak, dans le fond du golfe Persique. Puis là, tu montes, tu fais ici, il y a comme une chaîne de montagnes là, qu'on appelle les Zagros, la chaîne des Zagros, tout ça. Puis là, tu montes, tu t'en vas dans le nord. Ici, tu as la Turquie. Puis en bas de la Turquie, en bas de la Turquie, ici, tu as la chaîne des Taurus, si je me trompe pas. Fait que tu suis toute cette chaîne de montagnes-là. Puis là, tu t'en vas au Proche-Orient, qui est tout ça ici. Right? Toute cette affaire-là ici. Tout ça, là, on appelle ça le croissant fertile. OK? Puis le croissant fertile, là, vous l'avez compris, là, il y a une chaîne de montagnes qui empêche. En fait, OK. Je veux dire de quoi, mais faut que je le dise de manière concise, OK? Fait que là, t'as les premiers peuples en bas ici, OK? Qui se sont étalés un peu autour du Tigre et de l'Euphrate, OK? Ils se sont installés tout là-dessus parce que c'est un terrain qui est très fertile puis qui est très facile de faire de l'agriculture puis qui te nourrit essentiellement. Fait que les premières civilisations se sont installées notamment dans le sud, puis t'avais des peuples un peu plus nomades, somewhat sédentaires dans le nord. Mais t'avais surtout une civilisation qui s'est très bien posée dans le sud. Puis là, on peut mettre ça ici. Dans le fond, ça, c'est comme le golfe Persique, en réalité, là, il s'étendait pas mal, genre, tout ici. Fait qu'en réalité, là, quand on parle de la civilisation au sud, là, c'est surtout ici, genre, surtout dans ces coins-là, là, autour du petit coin ici. Fait que là, t'as le croissant fertile, t'as les premiers peuples ici, puis vous allez comprendre que au nord, en fait, à l'est, OK, tu as les chaînes de montagnes ici, mais c'est pas juste des chaînes de montagnes qui empêchaient les peuples de la Mésopotamie du sud de comme aller cultiver ou coloniser, pas coloniser, je dirais, ou aller s'établir ailleurs. C'est pas juste un facteur physique, c'est des montagnes. Il y avait aussi d'autres peuples qui se cachaient dans ces montagnes-là, notamment ici, là, les Élamites, puis d'autres peuples qui non seulement habitaient ces montagnes-là, mais voulaient tuer les peuples qui se situaient en Mésopotamie. Okay? Fait que d'un bord, t'as les peuples des Zagros qui veulent ta peau, puis de l'autre bord, t'as un gros désert aride qui cherche à te tuer aussi. Puis entre les deux, t'as une terre fertile qui veut juste t'aider à survivre puis assurer ta descendance. Okay? Fait que les peuples se sont tous établis tout sur le croissant fertile. Puis là, ici, on avait surtout les Sémites, des peuples, un peuple qu'on appelle les Sémites, un groupe ethno-linguistique qu'on appelle les Sémites, si j'ai oublié de le dire. S'étendait pas mal ici, au nord. En fait, pas mal toute la grande majorité de cette plaine-là. Je vais mettre ça en full plan, là. Ça va être bien plus nice. Fait que toute cette partie-là, c'était surtout un peuple qu'on pourrait dire un peuple ethno-linguistique qui appartient aux Sémites. Puis au sud, OK, en Mésopotamie méridionale, on avait un peuple qu'on appelle les Sumériens. J'ai dit dessus Sumériens? OK, non, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux être capable de dire ça, c'est les Sumériens. Ouais. Fait qu'on a un peuple qu'on appelle les Sumériens. Wow! OK, puis ce peuple-là, ce qui est vraiment fucked up avec eux autres, c'est que c'est un groupe ethno-linguistique à part, disons, sont à part. Parce que la plupart des peuples sémites qui vont se trouver dans cette région-là, notamment au nord, ils ont toute une relation entre eux. Si on parle des Juifs puis des Hébreux en général, on est capable de retracer une connexion linguistique avec tous les autres peuples sémites qui appartiennent à cette ethnie linguistique-là. Okay? Mais les Sumériens, eux, appartiennent à un groupe à part. OK? Sont originales, puis appartiennent pas, notamment à leur langue. Quand on parle de ethno-linguisticité, si je peux me permettre,
c'est juste pour dire que c'est un peuple dont l'ethnie se base notamment sur des critères linguistiques. C'est pas nécessairement des termes de gènes ou de traits physiques ou whatever. C'est surtout une caractéristique linguistique. Fait que les Sumériens, c'est un cas à part parce qu'on n'est pas capable de rattacher leur langue à quelconque autre langue que la leur. OK? Fait que la langue sumérienne, on peut pas les rattacher à des groupes sémites ou indo-européennes ou whatever. T'sais, c'est un groupe complètement à part. En fait, c'est tellement un cas mystérieux que ça peut aller d'un bord puis de l'autre jusqu'à présent. Ça se peut que cette culture-là est associée à une autre culture, là, ou une autre langue, ou un autre groupe linguistique, c'est qu'on le sait juste pas encore. Right? C'est très difficile d'établir cette chose-là. Fait que là, t'as ce peuple-là, OK? Puis eux autres, là, malgré le fait que leur langue, tu sais, leur langue des Sumériens ont un peu contaminé la langue sémitique. Right? Fait que malgré le fait que le sumérien est une langue perdue, qui a disparu, leur savoir-faire, leur culture, puis toutes les choses qu'ils ont créées, notamment d'un point de vue intellectuel, ont tellement été importants qu'ils nous ont marqués, nous, encore aujourd'hui. Il y a des concepts sumériens qui ont été inventés genre autour de moins 3000 ou moins 2000, qui ont été inventés dans ces périodes de temps-là, mais qui, malgré le fait que les Sumériens ont disparu, on continue quand même de concevoir ces choses-là de leur façon. Des exemples de ça, pourraient être assez rapides, là. Des exemples de ça, c'est, par exemple, le système. Le système sexagésimal, c'est un système en base 60. Fait que la raison pour laquelle on divise l'heure, fait qu'une heure correspond à 60 minutes, right? Puis une minute correspond à 60 secondes. Okay. Puis pourquoi est-ce qu'on divise nos degrés sur un système sexagésimal? C'est les Sumériens qui ont commencé avec ça. Puis la raison pour laquelle ils ont décidé de se baser sur un système sexagésimal, c'est que 60 possède beaucoup de dénominateurs communs. Beaucoup de dénominateurs. Dans le fond, il y a 60, c'est une valeur qu'on est capable de diviser. Comment je pourrais dire ça? Il y a plusieurs façons de diviser 60 pour donner une valeur simple. Fait que par exemple, 60, je peux le diviser en 1, ça va me donner 60. 60, je peux le diviser en 1, ça va donner 60. 60, je peux le diviser en 2, ça va me donner 30. 3, ça va me donner 20. 4, ça va... 3, 20. Oui, c'est ça, ok. 4, ça va être en 15. 5, ça va être en 50. C'est quoi, 12? Ça va être en 12. 6, ça va être en 10. Je pense que 7, ça marche pas. 8, ça marche pas. 9, ça marche pas. Puis après ça, on peut diviser 60 encore en... Ben là, tu peux inverser la chose. Tu peux dire, bon, mais 60 divisé par 10, ça donne 6. 60 divisé par 12, ça donne 5, puis ainsi de suite. Hein. Vous voyez qu'il y a beaucoup de réponses simples qu'on obtient en divisant 60. Il y a beaucoup de façons de diviser 60 pour obtenir une valeur simple. Fait que c'était très facile, très commode d'utiliser un système sexagésimal à cette époque-là. Right? Cool. Fait que c'est la raison. Puis la raison pour laquelle on continue à utiliser ce système-là, probablement par convention, autre que ça. Je pourrais pas vous dire. Peut-être que plus tard, il y a d'autres choses qui vont me taper à l'œil puis que je vais pouvoir rappeler dans le stream ou pas. Fait qu'à date, il y a ça. C'est d'autres qui nous ont donné les Sumériens. Ils nous ont donné... Je pense que j'en parle un peu en plus dans mon...
Ah, tu vois, je l'avais indiqué aussi que les Sumériens nous ont donné le système sexagésimal. Ok. C'est d'autres qui nous ont donné, les Sumériens. Ils nous ont donné. Faudra que je fasse des recherches là-dessus. Là. Il me semble qu'ils nous ont donné le terme alcool. C'est eux qui sont venus à l'idée de l'alcool. Puis, ben, le concept d'alcool. C'est drôle parce que euh, les premières bières, puis les premiers vins, justement, datent de moins 5000 ans. Avant notre ère. Quand même, là, l'humanité, c'est une bande d'ivrognes d'un point historique. OK, fait qu'ils nous ont donné le concept d'alcool. Je pense que même alcool, c'est techniquement un terme sumérien, si je me trompe pas, ou du moins un terme dérivé, un terme acadien ou sémite dérivé du sumérien ou quelque chose comme ça. Je sais pas, je connais pas les détails. Là. J'ai l'impression que c'est à cause d'eux si on a le monothéisme. Puis là, je vous explique pourquoi, OK? À la base, on a deux systèmes. Comment je pourrais appeler ça? Un système théologique. On a le monothéisme, puis on a le polythéisme. OK, là regardez pas la manière que j'écris, là, c'est lettre. Là. Vous comprenez que dans ces deux systèmes-là, j'ai mono puis poly. Hein? Mono, j'ai un seul Dieu. Puis dans le poly, j'en ai plusieurs dieux. Déesses. Ouais, ok, je vais mettre déesses tout. Ok, j'en ai plusieurs. Puis les Sumériens, ou le panthéon religieux des Sumériens, et puis des Mésopotamiens, en est un de base polythéiste. Je vous apprends pas grand-chose, je pense. Fait que le polythéisme là, des Mésopotamiens, c'est pas juste un polythéisme normal, ok? En fait, c'est une variante du polythéisme on va dire, on va parler d'énothéisme. On va dire une civilisation énothéiste, ok? Puis, c'est pas juste vrai des Sumériens, ça va être aussi vrai de toute la peuplade qui occupe le croissant fertile. Pour les premiers millénaires, là, ça va être surtout une civilisation énothéiste d'un point de vue religieux. C'est quoi une civilisation énothéiste? Ben, du moins, c'est quoi la religion énothéiste? Ben, c'est deux choses. Premièrement, il y a plusieurs dieux. Fait que c'est polythéiste, comme que j'ai dit tantôt. Polythéiste, mais... Oh my God. Mais... Sur l'ensemble des dieux qu'il y en a un des dieux. Il y en a un dieu qui est suprême sur les autres. Suprême. Il y en a un dieu qui est suprême sur les autres. C'est un peu comme le hockey au Canada, right? Où est-ce que, ben, si tu viens du Québec, soit que tu peux vénérer un dieu qui est mort, notamment les Nordiques, ou tu vénères le CH, hein? L'équipe du CH. Fait que ton dieu suprême, c'est le CH, mais tu nies pas qu'il existe d'autres équipes de hockey, hein? Les Maple Leafs, puis... Pour vrai, je sais pas, je connais pas vraiment le hockey, là. Mais c'est ça, en gros, c'est comme si tu admettais que il y a plusieurs équipes de hockey, mais qu'il y en a une de ces équipes-là qui est suprême. Ben, eux autres, en Mésopotamie, ça fonctionne un peu la même chose. Il y a un dieu suprême qui occupe un peu comme le panthéon religieux, puis il y a des dieux qui sont comme secondaires. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est vraiment, ça marche vraiment comme le hockey, ok? Chacune des cités-États a un dieu propre. Je pense que c'est à Ur ou à Uruk. Je pense que c'est à Uruk que genre le dieu suprême Marduk, qui est comme le dieu des Mésopotamiens, du moins, mettons, autour de moins 1500 ou moins 1700. Mettons, dans la période classique, si vous voulez, de la Mésopotamie, ben, Marduk, c'est le dieu suprême des Sumériens, puis aussi des Akkadiens, qui sont au nord ici, là, j'ai pas mentionné, là, mais... Fait que t'as comme un dieu suprême, puis t'as des dieux qui sont plutôt secondaires. Là, je les connais pas, par contre. Mais, peut-être, mettons, t'as des dieux comme Inanna, Enki, si je me trompe pas, à Eridu. Enki, c'est un peu le dieu comme ingénieur, si tu veux. Fait que t'as comme plein de dieux secondaires avec un dieu suprême. C'est un peu comme les précurseurs à tout ce qui vient ensuite, hein. Oubliez pas que... oh my God, c'est ça que je voulais dire. OK. Oh my God, je suis vraiment un gros nerd, hein.
Hey, je suis vraiment sorry. Ou pas, vous pouvez aller chier. Si vous aimez pas ça, ce que je fais en ce moment, genre, too bad. Ça va être probablement utile plus tard. Ou pas. Probablement que non. Mais bon. Dernière chose, OK? Sur l'énothéisme. Là, j'ai parlé, je disais que le polythéisme, les Sumériens étaient la cause un peu du monothéisme. OK, ce que je veux dire par là, c'est que en ayant un Dieu suprême, ou un Dieu qui est suprême sur les autres, puis là, il faut comprendre que dans toute la Mésopotamie, ça fonctionnait comme ça. Tu as un Dieu suprême qui dicte un peu comment est-ce que les autres doivent agir. Puis là, tu sais, là, j'ai juste les Sumériens, mais tu sais, on a aussi d'autres peuples. Tu sais, en haut, ici, on a les Acadiens, on a les Amorites, on a... Oh, les Éblaïtes sont où? Les Éblaïtes. Là, ils sont comme un peu empilés par-dessus, là, parce que j'ai pas fait attention à mes affaires, là, mais... Tu sais, t'as tous ces peuples-là qui sont sémites, puis qui sont aussi énothéistes. Fait qu'un Dieu suprême qui en dicte d'autres. Okay? Puis... il fut un temps où c'était à peu près la même chose en Israël. En Israël actuellement ce qu'on appelle Israël. T'avais deux peuples. Right? Ben, en fait, c'était un peuple unifié qui était énothéiste. Fait qu'il y avait plusieurs dieux, dont un était le suprême. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, il s'est passé de quoi sur cette terre-là. Puis le peuple, là, je vais marquer Israël. Là. Genre, quand je marque Israël, là, pensez pas à Israël aujourd'hui, genre. Okay, ça n'a pas rapport avec qu'est-ce que je parle en ce moment. Okay? C'est pas Israël, puis la Palestine, puis tous les conflits puis en plus, je sais que c'est très controversé en ce moment, là, mais quand je dis Israël, là, je parle purement du territoire, okay? Complètement. En fait, Israël, c'est plus comme ça ici, là. Je crois. Ça, genre, sans les frontières, c'est un peu plus difficile, là, mais anyway. Quand je dis Israël, je parle du territoire, OK? Israël, c'est séparé en deux. OK? Dans le temps, est-ce que Israël était énothéiste? C'est séparé en deux. Il y en a un groupe qui disait que le Dieu de la Bible... Oh my God, j'espère que je l'écris comme ça. Yahweh? Ah, d'accord. Moi, je le check, OK? Yahweh. Ouais, c'est ça, OK, je l'ai. Oh my God, j'ai presque eu. Nice. OK. OK. Fait que se sont séparés en deux, OK? Il y a un groupe qui pensait que Yahweh... Les deux groupes, essentiellement, pensaient que ce Dieu-là, c'est un Dieu suprême. Les deux sont d'accord là-dessus. OK? Puis, si je me trompe pas, le groupe au sud disait que... Non. OK, ça, c'est au sud, OK? Le Yahweh du sud. OK? Il disait non. Yahweh, là, lui, là, c'est le Dieu suprême. OK? Le Dieu. OK? Puis, des dieux, là, il n'y en a pas d'autres. C'est juste lui. C'est juste lui, puis il va tout le temps juste avoir lui. OK? Si vous n'êtes pas d'accord, là, allez chier, OK? Là, t'avais le Yahweh du Nord, Israël du Nord, OK? Qui disait, yo, bro, OK, je comprends, là, Yahweh, c'est le Dieu suprême, là, mais, écoute, il peut pas juste avoir un Dieu, là. Il peut pas juste exister un Dieu, il faut qu'il y ait des dieux. Ça a tout le temps été comme ça, right? Puis là, le Sud était comme, nah, non, fuck you. Fait là, ils se sont comme, là c'est comme la guerre, là, essentiellement, là. Ils se sont battus, puis Puis, dans tout ce conflit-là, ce concept-là de il existe juste un Dieu est né le monothéisme. Du moins, le monothéisme qu'on connaît aujourd'hui. Hein? Celle de la Bible, celle de la Torah, puis celle de l'islam. Right? Fait que quand je dis que le polythéisme, notamment l'énothéisme, est à l'origine du monothéisme, c'est ce que je veux dire. Puis, tu vois, genre, ça, là, genre, cette petite information-là, là, c'est juste vraiment nice parce que ça te met en contexte. Puis ça te permet de mieux apprécier les religions en général. Puis de te dire, Colin, même les religions monothéistiques, les premières,
étaient à la base polythéistes. Eux autres aussi, à un moment donné, c'était des païens, genre. Puis tu sais, les religions monothéistiques détestent les païens, puis c'était comme, tu nies tes origines d'une certaine façon, right? Ah, c'est tellement beau à prendre. Moi, je trouve que ça fait sens.